À présent, je passe la parole à Monsieur le Premier ministre en vue de procéder à la présentation des membres de son équipe gouvernementale à l'Assemblée nationale. Immédiatement après cette présentation, il exposera son programme gouvernemental. Mais étant donné que pratiquement, chers collègues, les ministres ont chacun levé la main, faut-il encore passer à la présentation? Alors, nous éludons l'étape de la présentation, puisque ça a été pratiquement fait. Et donc, vous avez la parole pour nous présenter votre programme. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, nous avons l'insigne honneur de nous adresser auprès de votre auguste Assemblée en ce jour solennel qui consacre la quête de notre investiture, nous, gouvernement d'union nationale. En effet, après avoir été nommé par son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents, nous comprenons bien la tâche qui nous attend en ce moment précis de l'histoire de notre pays et nous ferons tout pour atteindre les objectifs assignés à notre gouvernement, c'est-à-dire consolider la cohésion nationale, organiser les élections et répondre à la crise économique et sociale. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, notre responsabilité est multiple. Elle a plusieurs facettes, toutes devant concourir à la paix de nos compatriotes. La première mission est celle de consolider la cohésion nationale qui aujourd'hui est mise en difficulté par les divergences de vues au niveau politique. Cependant, je crois en la foi inébranlable des Congolais dans l'unité de notre pays et dans l'amour de notre patrie. Pour ceux des éléments de notre cohésion nationale qui apparaissent rompus, mon gouvernement et moi-même allons travailler d'arrache-pied et, si nécessaire, ramer à contre-courant pour rassembler les Congolaises, pour rassembler la société congolaise autour des valeurs de la nation. Déjà, quand vous observez de près la composition de mon gouvernement, sa formation procède de cette logique. Aussi, nous saluons les efforts entrepris en ce compris ceux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que des évêques à qui il a confié la mission noble de médiation, qui, loin de laisser le goût d'inachevé, se poursuit certainement pour des lendemains meilleurs. Par ailleurs, malgré l'immensité de la tâche devant nous, nous travaillerons à la décrispation de la vie politique, à la pacification des esprits, afin d'éviter les pertes inutiles en vies humaines, tout simplement à cause des différences d'approche ou d'idées, et ce, face aux problèmes politiques qui nous divisent. Nous allons promouvoir le dépassement de soi, pour nous faire tous converger vers les valeurs communes, à savoir l'amour de la patrie, la démocratie, la justice, la paix, le travail et la tolérance. Pour y parvenir, nous allons encourager le dialogue permanent avec et entre toutes les couches sociales et politiques et nous assurer qu'à terme, la cohésion nationale sera le produit de nos efforts communs. Comme disait Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble, c'est la réussite. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, au-delà de cet appel
et de cet engagement à la préservation de l'unité et la cohésion nationale, je me dois de préciser que la deuxième tâche essentielle à laquelle mon gouvernement est convié par l'accord politique du 18 octobre 2016, c'est, vous le savez, l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées. Mieux qu'une simple tâche, il s'agit d'une mission, la raison d'être de notre existence comme exécutif en cette période précise de l'histoire de notre pays. C'est même notre mandat. Car, comme vous le savez, nous sommes allés au dialogue convoqué par le chef de l'État et grâce à l'appui des Nations Unies et de toute la communauté internationale et sous la direction du facilitateur désigné par l'Union africaine, son Excellence M. Eden Kodjo, à qui nous rendons hommage. Nous avons négocié les termes d'un accord qui, sans être parfait, a permis de trouver les solutions pour le règlement des problèmes politiques qui s'opposent au pays et en premier, les élections. Aux uns et aux autres, j'adresse mes très sincères remerciements. Et je pense ici à Dag Hammarskjöld, secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix, qui disait « L'ONU n'a pas été créée pour conduire l'humanité au paradis, mais pour la sauver de l'enfer ». Plusieurs dispositions de l'accord politique du 18 octobre renvoient à l'organisation des élections, en particulier les articles 4 et 5. À cet égard, nous nous engageons à regarder l'avenir proche, c'est-à-dire la tenue des élections dans le respect des échéances. Ce travail se fera avec la CENI, qui a la responsabilité du processus électoral, notamment celle d'organiser les élections. À ce jour, la CENI vient de boucler l'enrôlement dans la province du Nord-Ubangi, où 805 000 compatriotes se sont fait enregistrer. Les opérations se poursuivent dans les provinces du Sud-Ubangi, de la Mongala, de la Chwapa, de l'Équateur, du Haut-Katanga, du Lualaba, du Haut-Lomami, du Tanganyika, du Nord et Sud Kivu, du Maniema et de l'Ituri. Les premières cartes d'électeurs ont été délivrées le 10 décembre 2016. Bien évidemment, réussir les élections est un grand défi pour notre nation. Pour le relever, nous vous assurons de notre détermination à réunir les fonds nécessaires, d'une part en mobilisant les ressources nationales et d'autre part en recherchant l'appui des partenaires internationaux de la RDC. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, il y a quelques jours encore, j'étais l'un de vous, assis et siégeant avec vous, élu pour le même mandat. J'ai les mêmes exigences et les mêmes réflexes que vous. Je connais vos attentes. Il y a quelques jours encore, j'étais l'un de vous, assis et siégeant avec vous, élu pour le même mandat. J'ai les mêmes exigences et les mêmes réflexes que vous. Je connais vos attentes et celles de notre peuple qui nous a élus ensemble. Voilà pourquoi, sans vouloir vous présenter un programme quinquennal, je me dois cependant, avec l'ensemble de mon gouvernement, dans un temps relativement court, de marquer nos empreintes sur des secteurs aussi prioritaires que vitaux de la nation. S'agissant du secteur politique, défense et sécurité, secteur de collaboration de par la Constitution avec le chef de l'État, mon gouvernement va poursuivre les efforts pour assurer la sécurité des personnes et des biens en renforçant les capacités de nos forces armées et de la police nationale sur lesquelles nous comptons beaucoup. L'amélioration de leurs conditions de vie à laquelle nous tenons tant
va renforcer la qualité de leurs prestations. Cette sécurité et cette paix, notre peuple en a besoin, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Notre priorité dans ce secteur ira à coup sûr vers les foyers de tension permanents ou occasionnels dans la province du Nord Kivu. Pour ce faire, nous donnerons des instructions et des moyens conséquents pour que les forces de l'ordre puissent éradiquer le mal à la racine. Il en est de même de toute la partie qui va de l'Ituri au Tanganyika, en passant par le nord et le sud Kivu, où des groupes armés nationaux et étrangers tuent sans pitié nos compatriotes. La question du Kasaï central nous tient également à cœur et nous devons la régler définitivement et rapidement par une solution pacifique et durable. Quant à la délinquance en milieu urbain, la police sera soutenue dans sa lutte, en particulier contre le phénomène des Kuluna. Nous sommes tous autant convaincus de pouvoir apporter des résultats durables en nous rassemblant dans un débat pacifié et décrispé. Nous réussirons car la vie humaine n'a pas de prix et la sécurité des personnes est le premier des droits humains. C'est incontestable, l'État et les institutions de notre pays doivent la protection à nos compatriotes. À la fin de notre exercice, si nous arrivons à épargner plus de vies humaines, alors nous aurons réussi une partie de notre mission. Toujours dans ce secteur, la question du respect des droits de l'homme sera au centre de notre action. Qu'il s'agisse du respect de la liberté d'expression ou d'opinion, la liberté de la presse ou encore du respect des procédures en cas de poursuite, y compris les procédures relatives aux libertés provisoires, aux libérations conditionnelles, ainsi que les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Nous travaillerons pour la suppression des arrestations arbitraires et veillerons à ce que soient évités des cas de condamnation résultant des procès purement politiques. C'est par le respect du principe de séparation des pouvoirs que nous contribuerons à la construction de notre État, ce qu'on appellera l'État de droit. Nous ferons en sorte que les faits politiques en soi ne donnent pas prétexte à la privation des libertés. Cependant, l'ordre et la loi doivent régner au sein de la société à travers le respect de la personne humaine et de biens, et ce, au bénéfice de tous, quelles que soient ses opinions politiques ou sa position sociale, et en cela, la justice devra être ferme. La fermeté de la justice doit aussi s'appliquer à la protection des femmes contre les violences intolérables qui leur sont faites. Car l'exercice des libertés publiques ne doit pas se confondre avec des actes de vandalisme, d'incivisme ou d'accusations gratuites. Autant il faut tenir au respect des libertés fondamentales, autant il n'y a pas de liberté possible sans sécurité et ordre public. La justice doit donc fonctionner pour protéger les forts et les faibles, car l'égalité de droit est un pilier fondamental de tout État de droit. La justice est le thermomètre de notre société et c'est elle qui nous servira à traiter efficacement la question de l'impunité en nous assurant de la lutte efficace contre la corruption qui gangrène notre société. Quant à la décentralisation, nous tiendrons fermement au respect des règles qui la régissent, et ce, afin de soutenir le fonctionnement des nouvelles provinces, tout en nous efforçant de répondre aux demandes légitimes de rétrocession. Pour ce qui est de la diplomatie, nous poursuivrons une politique ambitieuse de coopération régionale basée sur le principe de bon voisinage et le respect des intérêts mutuellement avantageux. Nous aurons des relations privilégiées avec les pays membres des organisations régionales
auxquelles la RDC a adhéré, je cite, la CEAC, la CPGN, la CIRGL, la SADC, le COMESA et bien sûr notre organisation continentale, l'Union africaine. Nous soutenons pleinement la logique de la coopération entre les ensembles régionaux, à savoir EAC, SADC, COMESA, tel qu'arrêté dans la réunion tenue récemment en Égypte. La RDC étant un des rares pays africains appartenant naturellement à plusieurs ensembles géographiques, centre, sud et est de l'Afrique, nous serons un partenaire privilégié de cette vision. Nous adressons ici nos remerciements et notre reconnaissance envers les Nations Unies pour les forces mises à disposition de notre pays à travers la MONUSCO, dont nous attendons l'appui notamment en matière de sécurité, de logistique et d'assistance technique. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, quant au secteur économique et financier, qui constitue la réponse à notre troisième mission, point n'est besoin de vous rappeler que l'économie congolaise traverse une période très difficile. En effet, après une croissance moyenne de 7,8% entre 2010 et 2014, avec un pic à 9,5% en 2014, celle-ci a ralenti en 2015, se situant à 6,9%, avant de décrocher en 2016, s'établissant à 4,3%, suivant les données officielles de fin juin. Sans nul doute, soutient la Banque centrale du Congo. On devrait s'attendre à une situation pire à fin décembre 2016, au regard de la poursuite de la dégradation de l'environnement économique actuel. Certaines sources parlent d'un chiffre en deçà de 3%, avec les conséquences budgétaires que chacun peut comprendre. Malgré la forte croissance économique enregistrée entre 2013 et 2015, le pays n'a pas connu une réduction significative du taux de pauvreté. Faute d'une croissance inclusive et en l'absence de mécanismes efficaces de redistribution de la richesse à la population, la forte croissance basée sur l'augmentation de la production minière exportée n'a pas permis, loin de là, de construire une dynamique durable. La population n'a pu ni accroître sa consommation, ni épargner, ni encore investir. Pire encore, selon la Banque mondiale, la forte croissance passée dans les secteurs des ressources naturelles n'a pas permis ni d'augmenter significativement les recettes fiscales, ni d'accumuler d'importantes réserves en devises. Notre pays subit aujourd'hui de plein fouet la chute des cours mondiaux des matières premières. De ce fait, la production minière sur laquelle reposait la croissance a fortement ralenti et les exportations ont évidemment suivi la même tendance, alors qu'elles représentent 95% des recettes d'exportation. La baisse des exportations réduit les échanges commerciaux et impacte la balance des paiements. La conséquence logique est d'une part la chute de nos réserves de change et d'autre part la dépréciation de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. En effet, nos réserves de devises ont dangereusement baissé, passant de 1,744 milliards de dollars américains en 2013 à 881,3 millions de dollars au 5 décembre 2016, couvrant moins de 4 semaines d'importation. Quant à notre monnaie nationale, restée stable pendant les années de forte croissance, entre 2009 et 2015, elle a par contre connu une dépréciation de près de 35% en une année. Ceci étant, nous ne pouvons laisser sous silence d'autres facteurs qui ont joué en faveur de la présente crise, à savoir 1. L'absence d'un programme formel avec les partenaires de Bretton Woods qui nous a empêchés de bénéficier des appuis budgétaires pourtant prévus dans les différentes lois de finances successives
depuis 2012. 2. La faiblesse du rendement fiscal due aux insuffisances de la réforme de la TVA et l'accumulation de la dette de l'État aux entreprises qui l'ont payée en amont, situation qui a affaibli les opérateurs économiques. 3. La baisse des crédits à l'économie compte tenu des taux bancaires, élevés ou variés, selon qu'ils sont en francs congolais ou en dollars américains, et ce, malgré la baisse du taux directeur à 2%, remonté à 7% à ce jour. 4. L'exécution du budget de l'État en violation constante de la loi de finances publiques, en dépassement injustifié pour certains postes, avec une augmentation sensible des dépenses exceptionnelles. 5. Enfin, le secteur privé est lui étranglé par le non-paiement de la dette intérieure, par la persistance des tracasseries et la création de nouvelles taxes dans des provinces. Quant aux entreprises publiques, leur réforme s'avère difficile à entreprendre. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de bien identifier les causes de la situation dans laquelle se trouve notre pays, pour identifier les remèdes à la crise économique et sociale. Ce sont 3 faiblesses structurelles de notre économie qui n'ont pas été corrigées pendant les années de forte croissance. Premièrement, c'est l'absence de diversification de notre économie qui est encore fondée sur l'exportation de matières premières brutes. Pourtant, pendant les années de forte croissance, nous aurions dû développer notre agriculture à fort potentiel de création d'emplois et de valeur ajoutée. Deuxièmement, la difficulté de mobiliser les ressources nationales au service de notre développement, donc l'inefficacité de notre système fiscal qui, en raison de son illisibilité et de sa complexité, ne parvient pas à élargir l'assiette fiscale. Les recettes de notre budget n'augmentent pas et notre budget est en chute libre à 5 700 milliards de francs congolais. Troisièmement, c'est l'absence de redistribution de la croissance à la population, seul moyen de lancer une dynamique de croissance inclusive et durable. Ces mécanismes qui auraient permis à la population de relancer sa consommation, mais aussi d'épargner et d'investir dans l'économie, soit ne fonctionnent pas, soit ne sont pas en place. Ces 3 faiblesses structurelles sont exacerbées et perpétuées par la corruption, la fraude et la contrebande qui détruisent la confiance des Congolais dans leurs institutions et la classe politique et détournent les richesses nationales des actions d'intérêt général. En tenant compte de l'impact des sérieuses difficultés sociales que connaissent les Congolais, ces 3 facteurs appellent à des mesures appropriées pour y remédier dans les meilleurs délais. Ces mesures qui permettront de construire la résilience à long terme de notre économie, qui constitue notre programme économique intérimaire. Je tiens à ce que la politique du gouvernement d'union nationale soit lisible. C'est seulement si elle est claire et compréhensible qu'elle pourra être partagée et mise en œuvre par la population, les agents de l'État, les acteurs de la société civile et les opérateurs économiques. Ces solutions, dont nous venons d'identifier les causes profondes, tiennent donc en 3 mots: diversification, mobilisation et redistribution. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, vous le savez, l'art de la politique consiste à bien utiliser ses responsabilités dans le temps qui vous est imparti. C'est l'objectif de l'équipe gouvernementale qui vous est présentée aujourd'hui. C'est aussi l'objectif des actions et mesures dans les secteurs suivants qui lanceront la dynamique de diversification de notre économie. Pour commencer,
L'agriculture, qui constitue immanquablement le premier secteur de diversification et le levier le plus fort pour lutter contre la pauvreté et la faim. C'est le secteur le plus à même de créer rapidement de très nombreux emplois durables pour la population qui vit à 70% en milieu rural. Mon gouvernement s'attellera, à travers des partenariats techniques et financiers, à la relance des exploitations à l'arrêt et au soutien de l'agriculture familiale pour qu'elle dispose de l'énergie et des routes de desserte locales dont la rénovation donnera du travail à la jeunesse. C'est aussi une opportunité exceptionnelle de développer les services dont a besoin l'agriculture, tels que la logistique, la certification sanitaire, les services financiers ou la transformation agroalimentaire. À cette fin, pour disposer du capital humain nécessaire, la formation professionnelle sera soutenue. Concernant le secteur minier, celui-ci peut aussi contribuer de manière considérable à la diversification de notre économie. En effet, le soutien à la petite mine, à la sous-traitance, par le renforcement du contenu local, ainsi que la transformation industrielle des produits miniers, sont autant d'opportunités de création d'entreprises, d'emplois et de valeur ajoutée pour le pays. Bien évidemment, ceci exige la transparence, la bonne gouvernance, l'éradication de la corruption, de la contrebande et de la fraude douanière qui alimentent l'insécurité dans de nombreuses régions. Mon gouvernement travaillera à faire aboutir par le dialogue la réforme du code minier et à renforcer le cadastre minier et le service géologique. Concernant les sociétés minières para-étatiques, GECAMI, MIBA et d'autres, le gouvernement s'engage à les redresser pour leur redonner leur plein impact économique et social. La participation des Congolais à l'actionnariat des entreprises minières sera aussi encouragée. L'essentiel ici est de faire en sorte que nos ressources naturelles contribuent pleinement à notre développement économique et à notre progrès social dans le respect et la protection de notre environnement. Par ailleurs, la diversification de l'économie ne pourra pas être réalisée sans poursuivre la reconstruction de notre pays. En particulier, la réhabilitation et le développement de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Pour optimiser les ressources budgétaires, mon gouvernement privilégiera les partenariats publics-privés pour mobiliser ou attirer les savoir-faire et les capitaux nécessaires. Là aussi, le contenu local et la formation devront être assurés. Pour ce qui est de l'énergie, elle mérite une attention spéciale, tant elle est essentielle aux capacités de production et de transformation, donc à la création de valeur ajoutée. En effet, en 2016, l'accès à l'électricité est un service de base et un besoin primaire. L'énergie propre et renouvelable est aussi une priorité pour la protection de nos forêts, condition de notre développement durable. L'énergie est aussi une condition de l'accès à l'eau potable et de l'irrigation des terres agricoles. C'est encore un vecteur important de développement des communications essentielles au développement d'activités économiques dans les villes et les zones rurales. Mon gouvernement entend par conséquent poursuivre la rénovation des réseaux de distribution urbains et des centrales électriques indispensables à la production minière en encourageant l'investissement privé et surtout apporter à la population rurale une énergie décentralisée et renouvelable, notamment par les panneaux solaires et les micro-barrages. S'agissant du secteur de l'environnement, chacun est conscient ici de l'enjeu national de protéger nos forêts et leur biodiversité, nos fleuves et rivières,
pour la santé publique de la population et pour préserver les atouts de notre avenir. L'efficacité de la politique environnementale est en réalité la condition de notre développement durable. Elle est aussi un enjeu planétaire dans la lutte contre le changement climatique auquel notre pays est très exposé. L'accord de Paris sur le climat devra donc être mis en œuvre en particulier car la transformation de l'économie qui en résulte est une opportunité considérable de création d'emplois. Pour la mise en œuvre de la politique environnementale, nous nous assurerons de la participation de la population et nous rechercherons toutes les coopérations et financements verts pour la mise en place de mécanismes propres de développement, en particulier concernant la lutte urgente contre la déforestation. Pour réussir à diversifier notre économie, nous pourrons aussi compter sur les formes de libéralisation entreprises dans les secteurs de services, notamment les télécommunications, les nouvelles technologies, les assurances et les énergies. Pour le secteur des banques et des assurances, le gouvernement va initier la création du fonds de garantie des assurances, appuyer la mise en place du fonds de garantie des banques, étudier la déductibilité des provisions des banques et enfin accompagner la SONAS dans sa restructuration. Nous devons bien avoir à l'esprit que les investisseurs ne saisiront l'opportunité que constitue notre marché que si nous renforçons la transparence des affaires publiques et l'amélioration du climat des affaires. À ce sujet, le climat des affaires doit être constamment amélioré pour inciter à l'investissement et à l'entreprise. Il sera l'objet d'une intensification du dialogue et de la concertation avec les entrepreneurs dans le cadre d'un dialogue public-privé franc, direct et constructif. Ce dialogue pourra être mené à travers le cadre permanent de concertation économique, notamment avec la FEC, la COPEMECO et la FENAPEC. Il aura pour objectif de mobiliser toutes les forces pour la diversification de notre économie, la reconstruction de notre pays et la création d'emplois. Enfin, les principes d'égalité des chances et de non-discrimination doivent protéger les commerçants et les entreprises nationales ou étrangères, petites et grandes, et dans le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, nous savons tous dans cette Assemblée à quel point l'État de droit est le pilier de la démocratie et que nous nous employons toutes et tous à consolider dans le respect de nos institutions. Le renforcement de l'État de droit est effectivement notre arme principale contre la corruption, la contrebande et la fraude qui nous empêchent de mobiliser les ressources nationales au service du progrès social et de la croissance inclusive. L'enjeu fondamental pour la mobilisation de nos ressources est le renforcement de la transparence dans la gestion des affaires et des finances publiques. Si nous devons mettre fin au scandale de détournement de fonds publics ainsi qu'à l'impunité, il nous faut aussi développer la coordination et le pilotage des services, par exemple entre celui du budget de l'État et le plan de la trésorerie. Pour assurer la transparence et l'efficacité dans la gestion des finances publiques, le gouvernement mettra en place une meilleure coordination entre les régies financières de l'État auxquelles il sera assigné des objectifs à atteindre. Nous poursuivrons aussi par tous les moyens les responsables de détournement de fonds publics. Nous poursuivrons aussi par tous les moyens les responsables de détournement de fonds publics. Toutefois, et c'est là un obstacle majeur à la mobilisation de nos ressources, notre fiscalité est devenue complexe, illisible, imprévisible et inefficace.
Malgré une forte pression fiscale, la mobilisation est très en dessous du potentiel fiscal minimal de la RDC, souvent évalué à 20 milliards de dollars. Si trop d'impôts tue l'impôt, l'illisibilité de la fiscalité la prive de son efficacité. Or, augmenter les recettes budgétaires est notre défi permanent pour donner à l'État les moyens de conduire ses politiques et de payer les salaires décents aux enseignants, au personnel médical, aux forces de sécurité, aux militaires, aux magistrats et aux agents de l'État. À cette fin, mon gouvernement travaillera à la simplification des règles fiscales ainsi qu'à l'élargissement de l'assiette fiscale par l'harmonisation et la baisse de taux de prélèvement. Compréhensible et identifiable par toutes et tous, notre fiscalité simplifiée sera un coup porté à la corruption et au détournement de fonds publics. La simplification devrait aussi nous aider à réduire sensiblement le coût de la collecte des recettes pour permettre de déplacer des ressources humaines vers la lutte contre la corruption et la fraude fiscale et douanière. Mobiliser les ressources nationales, c'est aussi les optimiser. Dans cette optique d'efficacité de la gouvernance, le gouvernement de la République va donc s'employer à respecter l'exécution du budget et à renforcer les dispositifs de contrôle de la gestion des finances publiques. Au regard de la modestie des ressources budgétaires estimées pour 2017, le gouvernement devra également renouer dans le plus bref délai avec les partenaires internationaux publics et privés pour obtenir leur appui ciblé aux politiques de redressement que nous devons mener. Au sujet du secteur informel, qui constitue l'immense majorité de notre économie, des mesures incitatives doivent être prises dans une démarche de concertation et de consultation pour lui permettre de rentrer dans le secteur formel, notamment pour accéder au crédit bancaire, développer ses activités et participer à la diversification de l'économie. Il faut aussi souligner que la mobilisation des ressources nationales fait partie intégrante de la construction de l'État de droit. C'est une condition pour que l'État puisse s'acquitter de ses obligations, telles que l'appurement de l'immense dette intérieure. Le paiement de la dette intérieure doit soutenir la diversification qui, à son tour, développera les ressources à mobiliser par l'impôt. La mobilisation des ressources est d'autre part une obligation et un acte citoyen de participation aux affaires publiques par le paiement de l'impôt. Enfin, mobiliser les ressources nationales, c'est aussi mobiliser l'épargne privée pour la reconstruction. Dans ce sens, pour mobiliser l'épargne des Congolais, le gouvernement encouragera l'augmentation du taux de bancarisation de la population et soutiendra le Fonds national de microcrédit. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, parler de progrès n'a aucun sens si nous ne sommes pas capables, par des actions concrètes, de traiter l'urgence sociale. Organiser la redistribution des richesses aux oubliés de la croissance est possible. Et c'est le devoir de nos institutions et du gouvernement en particulier. Partager les fruits de la croissance, c'est mettre les richesses nationales, notamment les ressources naturelles, au service des besoins de la population et de son pouvoir d'achat. Ces besoins essentiels sont l'éducation, la santé, l'alimentation, l'énergie et l'eau. Assurer la redistribution des richesses, c'est aussi construire les fondations de notre croissance qui ne peut être durable que si elle est inclusive et partagée. Ainsi, l'éducation est le meilleur investissement que puisse faire une nation pour son avenir. En effet, elle permet de la formation de la pensée, l'expression d'opinion et le débat public.
L'éducation est aussi la condition de l'accès à la connaissance qui permet la formation du capital humain indispensable à la diversification de l'économie. La gratuité de l'enseignement primaire est prévue par la Constitution et c'est un engagement de l'accord du 18 octobre 2016 qui sera par conséquent une priorité du gouvernement pour contribuer à relever les taux de scolarisation et à éradiquer l'analphabétisme. Quant à la santé publique, qui constitue l'une des missions principales de l'État et le troisième des objectifs de développement durable, nous avons le devoir d'assurer au minimum la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans, ainsi que la gratuité des accouchements sur l'ensemble du territoire. À cette fin, s'il vous plaît, chers collègues, suivez le Premier ministre. quant à la santé publique, qui constitue l'une des missions principales de l'État, et le troisième des objectifs de développement durable, nous avons le devoir d'assurer au minimum la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans, ainsi que la gratuité des accouchements sur l'ensemble du territoire. À cette fin, le gouvernement mobilisera les ressources nécessaires pour engager des programmes de financement basés sur les performances axées notamment sur l'équipement technique et énergétique des hôpitaux et le soutien aux mutuelles de santé. Construire une croissance durable par le partage des richesses peut aussi se traduire par le versement d'allocations ciblées permettant de contribuer à atteindre certains objectifs de développement durable tels que la santé et l'éducation. Ces mécanismes, qui ciblent le plus souvent les femmes par une allocation mensuelle, doivent être conditionnés au contrôle de la santé et à l'éducation des enfants. Dans la mesure où l'état des finances publiques dont nous héritons le permettra, le gouvernement tentera d'initier de tels programmes pour les femmes et la jeunesse avec ses ressources propres, tout en cherchant l'accompagnement de nos partenaires pour aider les mamans de notre pays à assurer l'éducation et l'alimentation de leurs enfants. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, l'ensemble du programme du gouvernement d'union nationale est destiné à restaurer la confiance des Congolais dans leurs institutions, leurs autorités publiques et dans la capacité de notre société à relever ensemble les défis qui sont devant nous. Ce programme vise à jeter les bases d'un renouveau au Congo. Ce renouveau doit se faire dans la poursuite des efforts de construction de nos institutions, de la démocratie, de l'état de droit et de la transparence. Ce renouveau, c'est la croissance durable que nous allons construire ensemble. Ce programme de renouveau, c'est la diversification de notre économie, c'est la mobilisation de nos ressources nationales et la redistribution des richesses produites à l'ensemble du peuple congolais. Ce programme est une déclaration de guerre à la pauvreté exacerbée par la corruption.
L'ennemi de la RDC, c'est la pauvreté. Les meilleures armes du gouvernement sont l'éducation, la santé, l'énergie, le commerce et la transparence des affaires publiques. Notre victoire, celle du peuple congolais et de ses institutions, passe par le rassemblement autour des valeurs de la nation. Elle passe aussi par la mise en œuvre collective d'une vision politique claire et partagée, vecteur de la cohésion nationale. Cette guerre, nous ne la gagnerons pas tout seuls. Pour mener ces batailles, nous mobiliserons nos ressources nationales. Le gouvernement d'union nationale aura besoin du rassemblement et du soutien de toutes et tous pour progresser vers la réalisation des 17 objectifs de développement durable en 2030 qui ont une résonance particulière dans notre pays. C'est ainsi que nous consoliderons la cohésion nationale, que nous sortirons de la crise économique, que nous répondrons à l'urgence sociale et que nous réussirons ensemble à amener notre nation aux élections. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir, Monsieur le Premier ministre. Honorables députés, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est exprimé, vous l'avez suivi. Il y a un petit point que vous n'avez peut-être pas suivi. Lorsqu'il a parlé du rassemblement, c'était rassemblement au sens générique du terme. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions pour votre intervention. Et chers collègues députés, après l'exposé sur le programme du gouvernement, il me revient de le soumettre à débat. La liste est ouverte pour ceux des collègues qui souhaitent intervenir dans le cadre de la discussion sur ce programme. Silence s'il vous plaît. Suivez d'abord le mécanisme de débat. Il est important de préciser que dans le cas d'espèce, honorable Mayo, messieurs du protocole, veuillez attendre lorsqu'on donnera le go. Il est important de préciser que pour le cas d'espèce, nous faisons application de la procédure prévue à l'article 164 de notre règlement intérieur, étant entendu qu'au terme des articles 90 alinéa 4 et 5 et 146 alinéa 1er de la Constitution et de l'article 207 de notre règlement intérieur, il s'agit pour le Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement sur son programme devant l'Assemblée nationale. Pour plus de clarté, je vous rafraîchis la mémoire, chers collègues, en vous donnant lecture de ces différents articles. Ainsi libellés, je cite, article 207. Lorsqu'en application des articles 90 alinéa 4 et 5 ainsi que 146 alinéa 1er de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, le débat est organisé dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l'article 164 du présent règlement intérieur. Après débat, le programme ou la déclaration de politique générale est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure
être voté dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 146 de la Constitution. Article 164. En dehors des déclarations prévues aux articles 90, alinéas 3 et 4, ainsi que 146, alinéa 1er de la Constitution, le gouvernement peut demander de faire devant l'Assemblée nationale des déclarations avec ou sans débat. Dans le cas de déclaration avec débat, la conférence des présidents fixe le temps global attribué aux groupes parlementaires dans le cadre des séances consacrées au débat. Ce temps est réparti par le président de l'Assemblée nationale entre les groupes parlementaires proportionnellement à leur importance numérique. Sauf décision de la conférence des présidents, l'orateur désigné par chaque groupe dispose d'un temps de parole de 30 minutes s'il y a lieu. Le temps supplémentaire est réparti par le groupe entre deux orateurs au plus, disposant chacun d'un temps de 5 minutes au moins. Un temps de parole de 10 minutes est attribué à un seul député n'appartenant à aucun groupe parlementaire et qui s'est fait inscrire le premier dans le débat. Le Premier ministre ou un membre du gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus. Lorsque la déclaration du gouvernement ne comporte pas de débat, le président peut autoriser un seul orateur à répondre au gouvernement. Aucun vote de quelque nature que ce soit, qu'il soit, ne peut avoir lieu à l'occasion des déclarations prévues au présent article. Fin de citation. En application de ces dispositions, la procédure à suivre, chers collègues, consiste en ceci. Primo, ce sont les présidents des groupes parlementaires qui sont chargés d'arrêter les listes de tous ceux de leurs membres qui souhaiteraient prendre la parole à l'occasion de ce débat. Secundo, le temps de prise de parole arrêté par la conférence des présidents lors de sa réunion de ce jeudi 22 décembre 2016 se présente de la manière suivante. PPRD, 12 minutes, UDPS et alliés, 10 minutes, MSR et alliés, 10 minutes, Unité, 10 minutes, GPR, 10 minutes, FDC et alliés, 10 minutes, REE, 7 minutes, UNC alliés, 7 minutes, ARD, 7 minutes, EDD, 7 minutes, GPLDS, 7 minutes, MLC alliés, 7 minutes, Terre d'avenir, 7 minutes, Paloué allié 7 minutes et non inscrit 5 minutes. Cela nous donne au total 2 heures et 5 minutes de débat. Il appartient à chaque groupe parlementaire de répartir le timing de prise de parole lui attribué entre les orateurs désignés par lui. Bien évidemment, certains peuvent déclarer leur intervention sans objet et nous allons mieux gérer davantage le temps. Après vous être fixé sur la procédure à suivre, nous allons demander au président des groupes parlementaires, collègue Ramazan et les autres, de pouvoir désigner les leurs. Voilà, il est de notre côté Ramazan. Alors faites diligence, chers collègues. Non, il n'y a pas que lui. L'FDC, c'est Kokonyangui, apparemment, qui est parti. Non, chers collègues, pas de passion. Même si vous êtes heureux, respectons la procédure jusqu'au bout. Prenez la parole pour 1 minute symbolique et voilà, nous aurons respecté la procédure. Il y en a peut-être qui veulent s'exprimer, c'est leur droit, il faut respecter ce droit.
Kimbanguiste, vous pouvez revenir de temps en temps. Merci beaucoup. Kibila koko mukoka cheleka bampangelu zolo ntangu yayi betuke kuwa badepite bakeluta mosi samuna kumonisa mabanza na babu na bamambu yonso mbuta badibanga ntita sami mekatuka kusabisa beto ya cheleka beto melanda mutindu mambu yonso mekwenda kasi milifuna za bati na kubaka ndinga mbuta badibanga ntita sami monisaka mutindu kiyekwa ya kia luyelu nandi kasi endi bandilaka kufutisa matondo na mfumo insi pamba vele endi pesaka endi kivuvu ya kutambulisa kimvuka yai ya nene kasi mbuta sami metubati biyekwa ya kele tatu samu na kulungisa pe kulungisa nsatu ya mfumo insi ya kele mingi penza kuvwandisa ndemba macheleka na kati ya nkangu pe kimosi ya nkangu kupesa pe mvutu na mambo metala mingi penza ekonomi kutela pe luzingu ya nkangu ya soba ya cheleka bana bakwenda kalasi nkangu bakudia mbote pamambu yonso ya kwenda na mbote kasi ya tatu ya kile kukubika peto kubongisa kuponama ya cheleka binfluenza batisi sebiyai te ya kele kaka diambo kuponama ndeke na tuba mamingi penza na insi na beto endi sabisaka dia ka mfumo insi pe manganga nzambi ya 5 na mutindu bake na zimatia na insi na beto bake na nwa na mvita sabu na kuwisa sana makanda pe bandinga mingi penza bambuta ya politiki sabu na kuvwandisa ndembama ya cheleka kasi ntatu nandi ya kele kimosi ya vwanda mingi penza awa na RDC atako disosoni ya kele na kati ya bambuta politiki kasi ya kele lilongi mosi ya kele kakati beto tuba ndinga mosi beto tambula dikulu mosi samu na mbundana ya insi na beto kasi endi sabisaka te mambo ya election bake na nwa na samu kupona maya salama na tango bamekubikila yao endi kondwaka ve kubutisa matondo na edem kotonkovi todisaka kinzondi ya oya bwela diaka bimvuka ya banzenza yandi molisaka diaka mutindu bisalu kusonikisa masina kina salama mingi penza na insi na beto mingi na biziunga 10 na zole ntangaka mingi penza sudu bangi mongala chwapa pe bantu yankaka kaseni sabisaka ti bakesala yonso samu na bamambu yonso kwenda na ntwala mbuta sami badi banga sabisaka ti yendi mezaba nsatu ya badepite yandi kesala yonso samu na kupesa mvutu na nsatu na bawu ya cheleka samu ya mbote ya keleti yandi ke telemi na mambu ya kuluna pe diambu ya luve ya bantu ke tulamba na bisalu ya mesuka vana te mbuta sami badi banga matu badiaka ti mambu metala mingi penza lusadisu ya bana na inti ya bamvula tanu bake bana kubaka lusadisu ya nzutu ya ofele pe bamama ke buta bana bake pesa atambongo mosive ya cheleka ya kele samu ya mbote bepesa mingi penza mbuta sami badi banga titani mesabisa ti yonso ke kwenda na ntola kasi beka na beto bepesa sana maboko ndinga na Astrid Congo matondo mingi na jini toto kweli wandugu wapenzi tunatoa mkufata mpango wa kazi s'il vous plaît chers collègues veuillez prendre place.